Vous voulez qu'on parle du processus? Oui, le processus, surtout le processus à partir de l'expression du besoin jusqu'à l'homologation de la norme, jusqu'à la mise en place de la norme. Vous êtes bien informé. J'aime discuter avec des gens qui sont informés. Ouais. Salam à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall aka Serigne Modou Sall. Re-bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle préféré. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose par rapport à ce que j'aimerais savoir. De ce fait, chaque semaine, j'invite des personnes compétentes, aguerries et reconnues dans leur domaine respectif pour qu'elles partagent avec nous des principes, des outils pertinents, des approches, des manières de faire, mais aussi leur parcours, leurs échecs et leurs réussites, des choses que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives pour atteindre notre vrai potentiel. Je suis reconnaissant envers chacun d'entre vous pour votre précieux temps que vous nous accordez chaque semaine pour venir ici dans ce cercle, partager, servir et apprendre à nos côtés. Je vous en suis éternellement reconnaissant. J'ai hâte de partager ce voyage avec vous. Aujourd'hui, notre invité d'honneur est un ingénieur, un camarade de parcours, un expert en normalisation et surtout un formateur. J'ai l'immense plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui, ici, dans notre cercle d'influence, notre cher Claude Roger John. C'est un plaisir, honnêtement, et un honneur d'être sur ce plateau en ta compagnie à cette émission Cercle d'influence. Tout comme toi, on a partagé plein de moments importants. On a approprié les mêmes cursus. On appartient à l'association ADQHSE en tant que membre fondateur. Et on partage également un certain nombre de passions, telles que le partage de connaissances, informer pour inspirer. Et moi également, je suis un éternel apprenti. Pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous suivent, je m'appelle Claude Roger John. Donc, pour parler un peu de mon parcours, exactement, je suis né à Dakar, un certain 6 janvier. 6 janvier, ok. J'ai fait toute mon enfance, mon cursus scolaire à Thiès, primaire Daniel Broutier, moyen collège au collège Saint-Gabriel, moyen secondaire, jusqu'à mon bac en 2009. C'est par la suite que j'ai réussi au concours ESP, département génie chimique et biologie appliquée, option génie chimique. Donc, j'obtiens le diplôme en 2011, DUT, diplôme universitaire en technologie. Et par la suite, j'ai eu la chance, ou bien j'ai eu le mérite de travailler dans une industrie pharmaceutique, 5 ans. J'ai travaillé là-bas, j'ai côtoyé le milieu de la qualité, de l'assurance qualité. J'ai travaillé au niveau du laboratoire opération qualité. Et au sein de ce laboratoire, j'occupais les fonctions de chimiste, technicien chimiste et en même temps inspecteur qualité au niveau de la production des médicaments et au niveau en amont des matières premières et en aval au niveau du magasin. Et donc j'ai inspecté tout. C'est de là qu'est parti mon amour pour la qualité et les domaines connexes. C'est à partir de mon expérience en industrie que je me suis inscrit à l'ESP pour poursuivre un cursus licence master QHSE. Okay. Voilà. C'est par la suite également que j'ai compris qu'il fallait étendre l'expertise et approfondir ce travail-là. Donc, c'est ce qui fait de moi un éternel apprenti. Ce n'est qu'en 2017, à la fin de mes 5 ans d'exercice en industrie pharmaceutique, j'ai été recruté au niveau de l'administration. Donc, je change totalement d'univers. Je quitte l'industrie, la production, pour aller au niveau de l'administration. J'ai été recruté à l'ASN en tant que chef de bureau normalisation. Donc, j'ai géré au quotidien des projets de normalisation en 2017. En 2017 également, j'ai également pu apprendre les bases, les b.a.-ba de la normalisation, ce qui m'a valu plusieurs certificats.
délivré par l'ISO. Okay. Alors, en 2019, j'ai été promu aussi responsable de division de normalisation. Donc, à l'heure actuelle, je gère un portefeuille de projets de normalisation au niveau de 3 domaines. Santé, santé, sécurité au travail, également chimie, et en fin de compte, protection de l'environnement. Ok, désolé de te couper. Juste pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est quoi la normalisation, est-ce que tu peux décrire ce que c'est que la normalisation d'abord pour commencer? Très bien. Pour commencer, c'est une très bonne question. D'abord, il faut comprendre que il y a la normalisation qui est volontaire et il y a la réglementation qui est d'application obligatoire. Ouais. Vous voyez. Donc, en langage simple, la normalisation, c'est des personnes qui sont épris ou bien intéressées par un sujet quelconque, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le BTP, par exemple pour le fer à béton, ou bien dans l'agro-business, par exemple pour les bouillons d'assaisonnement alimentaire, ou la carotte, la norme sur la carotte récemment. Okay. Donc, ces personnes se réunissent, identifient un problème d'intérêt général et décident de trouver, avec l'aide de la science, la technique et l'expérience, les meilleures façons de procéder, de travailler, de produire ou de servir. Et tout ça, on le consigne dans un document qu'on appelle norme. Donc, en langage simple, c'est toute la normalisation, c'est toutes les activités et planification, processus qui concourent à l'élaboration, à l'adoption et à la publication de normes. Donc, ce qui veut dire, en contrepartie, que la norme, c'est un document scientifique ou technique d'application par essence volontaire pour aider à ce que les producteurs puissent produire mieux, sain, sécure, et que les consommateurs puissent être protégés et puissent utiliser aussi des produits ou des services qui sont vraiment respectueux de l'environnement également et qui assurent leur sécurité. Donc, si vous regardez dans cette description, les objectifs sont légitimes. Donc, la normalisation, dans un premier temps, permet à l'entrepreneur de pouvoir mieux produire qualité, éviter ce qu'on appelle les non-qualités, c'est-à-dire les dysfonctionnements internes, les dysfonctionnements externes, tout ce qui peut véritablement nuire ou créer des dégâts et, bien entendu, induire des pertes. Donc, les normes permettent de réduire les pertes, accroître la productivité et aussi la pérennité de l'entreprise en permettant d'attirer la confiance des clients et de toutes les parties intéressées, idem, y compris l'État. Okay. Donc, maintenant que tu as expliqué ce que la normalisation, je te laisse continuer en fait la mission de l'ASN, y compris toi aussi en tant que chef de projet à l'ASN et tout ce que vous faites pour aider à la normalisation et à la structuration de l'infrastructure qualité au Sénégal. Excellent. Donc, tout à l'heure, j'expliquais mes fonctions au niveau de l'ASN. J'assume la fonction de responsable de division de normalisation. L'ASN, c'est l'Association sénégalaise de normalisation. L'Association sénégalaise de normalisation. Allez sur le site www.asn.sn. Vous aurez toutes les informations de l'ASN. L'ASN a reçu la mission régalienne de la normalisation. En fait, l'État du Sénégal, ou tout État, a une mission de normaliser les activités et les résultats des activités, à savoir les produits et les services. Et quand on parle de normalisation, il y a le ministère de l'Industrie et du Commerce dans les pays qui est en charge de la normalisation. Au Sénégal, les missions sont déléguées par décret 2002-746 à l'ASN sur la normalisation et le système de certification aux normes. Okay. Donc, il faut comprendre la mission régalienne, c'est la normalisation. On accompagne les acteurs au niveau local à pouvoir normaliser les secteurs d'activité prioritaires, les normes pertinentes au secteur. Et de notre côté également, on fait de la certification aux normes, la certification des produits avec la marque nationale de conformité NS Qualité Sénégal qui est gérée par l'ASN. Okay. Vous comprenez? Je comprends. Donc ça permet en fait de prouver. C'est quoi la certification pour ceux qui nous écoutent? Je sais qu'il y a ce qu'on appelle la certification, l'accréditation et le label. Donc, je te laisse expliquer un peu. Excellent. Donc, comme ça, on va tous être dans le même langage. On va tous parler le même langage. Comme ça, juste tout au long de l'épisode du podcast,
vous pouvez en fait connaître, maîtriser tous les différents termes qu'on va utiliser tout au long du podcast. Je suis là pour simplifier en fait C'est ces ça, termes-là. oui, c'est ça le but en fait. Effectivement. J'ai parlé de la normalisation. Ouais. Maintenant, il y a la certification. Ici, la certification du produit. D'abord, certification, ça veut dire tout simplement une reconnaissance formelle qu'un produit est conforme à une norme. Tout simplement, un produit, un service ou un système est conforme à une norme. Okay. Donc, il y a un organisme tiers qui vient auditer, vérifier et faire aussi des tests de laboratoire. Et sur cette base, dire que votre produit est conforme ou pas. Dès lors que c'est conforme, l'organisme tiers qui est compétent vous délivre un certificat de conformité. C'est ça, la certification, tout simplement, simplifié. Et c'est un passeport international pour l'exportation. Ça donne plus de visibilité, une image de marque. Ça permet aux entreprises de compétir. Donc, vous verrez un peu partout des entreprises certifiées ISO 9001 pour le système de management. Et aussi, au niveau du Sénégal, moi, j'ai eu à conduire beaucoup d'audits de certification de produits. L'eau en sachet, les peintures, etc. Donc, je pourrais revenir sur ça. C'est ça. Donc là, on a parlé de la normalisation. Donc ma question c'est, est-ce que n'importe quelle personne peut exprimer le besoin d'une norme? Et quelles sont les catégories de normes? Ou bien quel est le catalogue, le portefeuille normatif de l'ASN? Est-ce qu'on a des normes sur tous les domaines? Comment ça se passe en fait? Donc avant de revenir sur qui peut demander une mise en place d'une norme. Voilà, une normalisation, j'avais commencé à un peu décrire mes fonctions au niveau de l'ASN, mais ça ne se limite pas uniquement à cela. J'occupe d'autres fonctions aussi à l'ISO et au niveau de la CEDEAO, avant de venir sur comment introduire une demande de norme. Donc au niveau de l'ISO, moi j'occupe la fonction de rotating member. Au niveau, ce qu'on dit, c'est un membre rotatif avec un mandat de 3 ans. Donc je suis dans le conseil du président, le groupe conseil, on appelle Chair Advisory Group, de la présidente Catherine Chevauché, de la présidente du comité ISO TC 323 sur l'économie circulaire. ISO, ça veut dire? ISO, c'est l'organisation internationale de normalisation. Voilà, ISO TC, c'est le comité technique de l'ISO, mis en place par l'ISO, qui gère les questions d'économie circulaire. Voilà. Au niveau de la CEDEAO, j'occupe la fonction de secrétaire technique au sein du comité d'harmonisation des normes, ECOCHAM. ECOCHAM, c'est le modèle d'harmonisation des normes au niveau de l'espace économique CEDEAO. Il faut comprendre que la normalisation a une finalité aussi de développer les échanges commerciaux selon les recommandations de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. De permettre à tout le monde de parler en langage commun, de transfert de technologies, de compétences, ainsi de suite. Exactement. Donc, en passant, c'est ça. Donc, le comité au sein duquel j'occupe le rôle de secrétaire technique, c'est le comité produits chimiques, ECOCHAM THC 3, produits chimiques. Alors, pour revenir à votre question, par rapport à la demande, n'importe quel Sénégalais intéressé par un sujet peut remplir le formulaire disponible en ligne sur le site asn.sn, www.asn.sn, le formulaire de proposition de nouveaux sujets de normes. Voilà. Ça c'est clair, c'est important. Voilà, de toutes les parties, privées, publiques, société civile. Vous voulez qu'on parle du processus? Oui, le processus, surtout le processus à partir de l'expression du besoin jusqu'à l'homologation de la norme, jusqu'à la mise en place de la norme. Vous êtes bien informé. J'aime discuter avec les gens qui sont informés. Préparé, en même temps, moi, j'ai eu à travailler sur ça. Bon, on se connaît, quoi. Donc, pour simplifier la chose, parce qu'on est là aussi pour simplifier. C'est ça aussi, pour faire partager nos connaissances. Je pense que ça va parler à tout le monde. Si. Donc, ça part d'une idée. La norme, c'est comme un projet. L'idée, vous avez une idée de normaliser quelque chose, un produit ou une activité. Vous partez d'un besoin. Il faut d'abord identifier un besoin. Parce qu'on ne normalise pas pour normaliser, pour le simple plaisir de normaliser. Il faut que le besoin soit pertinent, quoi. Exactement. Et en plus d'être pertinent, le besoin doit être d'intérêt général. Ouais, c'est important. Parce qu'ici,
on a affaire à des normes qui ont une portée nationale. Ouais. Donc, ce n'est pas une norme pour Habib Sall, pour mon entreprise. Non, du tout. Je suis d'accord. Donc, c'est une évaluation d'opportunité qui sera effectuée par l'ASN, qui va recevoir la demande émise par une tierce partie. Vous voyez. Donc, la demande, vous remplissez le formulaire dédié avec les informations sur le justificatif et consorts. L'ASN reçoit la demande et l'étudie en se posant un certain nombre de questions. Est-ce que c'est cette proposition ou ce sujet, est-ce que c'est d'intérêt général? Est-ce que c'est un sujet, in fine, quand la norme sera publiée, est-ce que la norme pourra régler le problème? Ok, c'est important. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres normes au niveau national qui traitent du même sujet? Ok. Pour éviter des confusions, exactement, des conflits d'intérêts. Okay. Oui, ou bien même des chevauchements, duplications. Tout ça va aboutir à la recevabilité de la demande. On accepte ou on n'accepte pas. Quand on accepte, le nouveau projet de norme est ficelé. Mais au niveau de l'ASN, il y a un service documentation qui se charge de rechercher sur la base de données au niveau CEDEAO, au niveau africain, parce que l'ASN aussi fait partie d'un réseau, un réseau d'organismes de normalisation. CEDEAO au niveau de l'Union africaine, avec au niveau national, Oran Arso, au niveau régional et au niveau international. Okay. Vous voyez. Donc, l'ASN a accès à plusieurs bases de données de ces organismes partenaires-là. Et à partir de là, va faire une recherche de normes existantes sur le sujet qui est soumis. Au cas contraire, s'il n'y a pas de document de normes, l'ASN va essayer de voir au niveau des pays voisins. Ce fut le cas avec les normes sur le biocarburant que j'ai moi-même géré. Ouais. Donc, tu peux donner comme exemple ça, les biocarburants? Exactement. Comment ça s'est passé? Les biocarburants, l'exemple c'était tout simple. On avait commencé par une recherche de normes et il se trouvait qu'il y avait deux normes maliennes. Une sur l'HVP, huile végétale pure de Jatropha, et l'autre c'était sur le bioéthanol. Oui. Utilisé comme biocarburant. Voilà, à partir de la canne à sucre. C'est ça. Donc c'était ces deux normes de base-là qu'on avait adaptées, selon nos réalités au niveau du Sénégal et les espèces qui existaient ici au niveau du Sénégal. Vous voyez. Donc à partir de cette base, les premiers documents de base, on les appelle des avant-projets de normes. Donc il y a la première partie nouveau projet, ensuite avant-projet. Vous voyez que ça évolue. Ça évolue, oui. L'idée est transcrite en nouveau projet et le nouveau projet devient un document de base sur lequel les experts vont travailler avec au fil des comités techniques. Voilà, au sein du comité technique. Le comité technique, c'est l'enseigne où se regroupent les experts des différentes catégories de parties intéressées ou des différents groupements de parties intéressées. Groupements d'intérêt, on les appelle. À savoir, il y a des représentants de l'État, les ministères, il y a des représentants du secteur civil, de la société civile, excusez-moi, les consommateurs, les associations de protection de l'environnement, les ONG sont représentés, les universitaires de notre côté, et bien entendu, toutes les parties au niveau national qu'on juge pertinentes ou qui peuvent apporter de la valeur au comité. Donc les comités se construisent comme ça et le membership ou les membres sont tout le temps renchéris. Donc c'est une amélioration continue. Ouais. Donc c'est ces comités-là. On a l'habitude de dire que ceux qui font la norme font le marché. Donc c'est ceux qui vont utiliser les normes. Après, c'est eux qui vont les élaborer. Vous me direz quel est notre rôle. Nous, notre rôle, on a été formés pour s'assurer que les procédures internationales de normalisation sont appliquées et que les bonnes pratiques également, surtout le consensus au sein des comités techniques de normalisation. Là, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut obtenir un consensus? Est-ce que parfois vous subissez des pressions externes de certaines parties prenantes par rapport à une certaine norme? Justement, il y a des principes. Nous, comme je vous ai dit, on travaille sur la base de ces principes-là. Il y a l'impartialité, il y a l'ouverture, il y a le consensus qui est un principe phare. Donc, au vu de ces principes-là, surtout le consensus, en fait, toutes les voix ont la même teneur, ont la même valeur. Donc, le consommateur ne sera pas lésé. Il n'y aura pas de favoritisme pour le producteur
ou le privé qui a de l'argent. Non du tout. Donc, comme j'ai dit, on essaie d'avoir l'impartialité à l'intérieur sans éviter aussi les conflits d'intérêts. Donc, tout à l'heure, j'étais sur l'avant-projet de norme. C'est le premier document de base sur lequel les experts vont se pencher pour l'améliorer au fur et à mesure, apporter leurs inputs en fonction des réunions et trouver le consensus en petits groupes. Ensuite, ça évolue. Si le document est bon, il évolue en projet de norme. Projet de norme. Avant-projet. Projet de norme. Ça veut dire que le document a été amélioré. Avant-projet, avant d'avoir un projet de norme. Oui, avant-projet. Projet de norme, ça veut dire que les experts ont amélioré le document. Les experts peuvent se constituer en groupe de travail pour étudier l'avant-projet. Quand c'est bon, ils le soumettent au comité, qui l'étudie, l'amende, l'améliore, le bonifie pour que ça puisse passer à l'étape supérieure qui est l'enquête publique. Le projet de norme passe en enquête publique pour 2 mois. C'était le cas aussi pour les normes qu'on a pris comme exemple, biocarburant. Donc, c'est passé en enquête publique. Ça veut dire une large consultation. Donc, on informe le public à travers les canaux de communication, à travers les réseaux sociaux, à travers l'insertion sur les soleils, les journaux et consorts. Donc, on a une lettre qu'on diffuse un peu partout pour attirer l'attention, dire à la population qu'il y a des normes qui traitent sur le bio pour recueillir leur avis. Et on aurait besoin de vos avis et observations. C'est étendre la base du consensus. Le comité s'est entendu de façon consensuelle sur le document et juge que le document est bon, assez bon. Alors, il faut qu'on demande l'avis de la population à travers l'enquête publique de 2 mois pour recueillir les observations, les commentaires. Ça se passe comme ça. Pour la norme sur le biocarburant, il n'y avait pas de commentaires à la suite de l'enquête publique de 2 mois. Parce qu'à la fin de l'enquête publique, on fait un dépouillement s'il y a des commentaires. Moi-même, je suis chargé de classer, de compiler les commentaires et de pouvoir les présenter lors d'un atelier de validation. Et si un commentaire est pertinent, on prend ça en compte oui, mais toujours de façon consensuelle. Oui, si. En tant que comité, quoi, pas en tant qu'une personne. Ok, je vois. Ensuite, il y a quoi? Voilà, quand on valide le document après l'enquête publique, maintenant, on passe à l'étape d'approbation. L'approbation, c'est tout simplement la partie administrative. La validation. Mais administrative. Le comité, en fait, termine son travail à l'atelier de validation. L'atelier de validation, ça marque, en fait, la fin du travail technique. Vous voyez, on essaie de résoudre les commentaires là-bas. Les commentaires qu'on a pu enregistrer lors de l'enquête publique. Maintenant, à la fin de cette partie technique-là, il y a une partie administrative que moi-même je gère en tant que chef de projet de normalisation. Vous voyez. Donc, je reprends la norme, je le mets sur un format standardisé avec l'aide du service documentation. Vous voyez. Et on prépare un dossier d'homologation contenant une note d'information et contenant aussi un certain nombre de documents qu'on va présenter au conseil d'administration de l'ASN. C'est eux qui vont entériner la décision du conseil du comité technique. C'est ça l'homologation, c'est l'acte officiel qui est émis par les 10 administrateurs du conseil d'administration de l'ASN, qui est l'organe chargé d'homologuer toutes les normes sénégalaises. Donc on peut dire qu'une fois l'homologation est faite, la norme est rendue publique, accessible. Voilà, une fois les 10 administrateurs ont regardé le projet, si on revient à notre exemple sur les bioéthanol et l'huile végétale pure, ils ont regardé, ils n'ont pas eu d'observation, ils ont tous les 10 validé les normes, ils disent qu'ils sont d'accord au regard du compte-rendu de l'atelier de validation nationale, parce que c'est important de le joindre dans le dossier, et également ils signent le PCA, je veux dire, signe la décision d'homologation. À partir de là, on a 2 normes nationales, 2 normes sénégalaises. Maintenant, il y a une dernière phase, c'est la publication au niveau du journal officiel et de tous les canaux de communication que vous connaissez. Maintenant, au niveau de l'ASN, quelles sont les normes les plus utilisées au Sénégal? Par exemple, et pour approfondir la question, comment vous accompagnez les entrepreneurs, les industriels qui veulent se lancer dans certains domaines, par exemple l'agriculture, la cosmétique, ainsi de suite? Excellent. Pour notre catalogue de normes, vous pouvez l'avoir sur www.asn.sn. Il y a à peu près 600 normes disponibles au niveau national. C'est des normes qu'on a élaborées à partir de documents
scientifique nationale, ou bien certaines ont été de sources ISO, ou bien de sources CEDEAO ou de sources Oran-Arso au niveau africain. Vous voyez. Donc, c'est plusieurs domaines, agroalimentaire, génie civil, chimie, etc. Donc, à l'heure actuelle, les normes qui sont le plus utilisées, là, je ne saurais vous le dire en réalité, mais je peux vous dire une chose. Les indicateurs montrent qu'au niveau du secteur agroalimentaire, il y a plus déjà de matière, et il y a plus de demandes à ce niveau. À ce niveau. Je comprends. Voilà. Mais récemment, ça, c'est logique quand même. Voilà, récemment, on est en train de travailler sur des projets finaux de normes, sur les cosmétiques, les bonnes pratiques de fabrication en cosmétique. On est en train de finaliser ces projets-là. C'est à l'étape homologation. Est-ce que c'est par rapport à la dépigmentation ou c'est juste par rapport à la composition chimique? Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ouais, il y avait pas de normes au niveau national. Dans le domaine cosmétique, il n'y avait pas de normes. Donc, il fallait commencer sur une base. Donc, on a identifié un certain nombre de sujets. Donc, il y a le cosmétique et quoi d'autre comme sujet? Les bonnes pratiques de fabrication. Il y a également l'étiquetage, l'emballage des produits cosmétiques. Et également, on avait tout ce qui était microbiologie, les tests microbiologiques. Voilà. Donc c'était 4 projets. Ok. Donc maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de certification produit. Donc l'ASN fait des certifications produits avec des audits de certification. Est-ce que vous faites des labels? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un label? Et est-ce que l'ASN effectue des audits d'accréditation label? Très bien, merci beaucoup. Par rapport à la certification de produits, on le fait parce que c'est une mission qui nous a été confiée par le décret 2002-746. C'est à partir du fait qu'on gère la marque nationale de conformité. Donc, à l'heure actuelle, moi, j'ai eu à participer à plusieurs missions d'audit de certification. Donc, la première mission date de 2017 avec l'eau en sachet. Oui, ça j'ai vu ça passer. Oui. Voilà, très bien. Donc, c'est cette certification de l'eau en sachet qui nous a permis d'avoir l'accréditation ISO 17065 pour les organismes certificateurs de produits ou de services. Vous voyez, on a obtenu le certificat d'accréditation en décembre 2017 sur le périmètre eau en sachet purifié filtré. C'est ce qu'on vend au niveau de la rue. Tout à fait. Donc, l'idée derrière, c'était de permettre à l'État d'avoir une infrastructure pour pouvoir assainir le milieu de l'eau en sachet, puisque c'est source de contamination. Donc là, vous faites des contrôles qualité de conformité. D'intoxication au niveau des fabricateurs, constructeurs de sachets d'eau en sachet. Voilà, parce qu'il faut comprendre que la certification, c'est volontaire. Oui, c'est volontaire. Donc l'entreprise, à l'époque, nous avait saisi pour se faire certifier. Donc on l'avait accompagné jusqu'à la certification, bien entendu. Et cela a permis de pouvoir justifier les caractéristiques intrinsèques de l'eau. En termes du point de vue physico-chimique, c'était une eau apte à la consommation. Le sachet qui est utilisé est de caractère alimentaire. Et également le processus respectait les bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène. Donc c'était conforme. C'était conforme. Maintenant, la certification aussi exige que l'organisme certificateur puisse faire des audits de suivi annuels sur les 3 ans de la durée du certificat de conformité. Chaque année, on part sur le site et on effectue des visites, des audits de suivi pour voir est-ce que réellement l'entreprise a mis en place les actions correctives pour améliorer en continu sa démarche qualité. Et surtout, regarder est-ce que le niveau de conformité est maintenu. Est-ce que l'entreprise ne dort pas sur ses lauriers? Je comprends, oui. Mais que penses-tu, vu que tu as parlé de l'audit, que penses-tu de la conformité de manière générale des entreprises en termes de sécurité, des gestions des produits chimiques? Que penses-tu de ça personnellement par rapport à tous les audits que tu as eu à faire? Excellent. Merci pour cette question. Pour avoir fait plus d'une 30aine d'audits de terrain, j'ai eu à côtoyer honnêtement les entreprises et à pouvoir sonder leur niveau
de maturité en termes de système de management, je veux dire. Et à l'heure actuelle, il y a plus d'une centaine d'entreprises sénégalaises certifiées ISO 9001, ISO 14001 ou ISO 27001. Et à côté, vous avez aussi une dizaine de laboratoires. Pour expliquer, ISO 9001, c'est par rapport à la qualité d'un système organisationnel. ISO 14001, c'est par rapport à l'environnement. Et ISO, quoi encore 27000, c'est par rapport à la sécurité informatique. Parce que là, on parle comme des techniciens, mais les gens qui nous écoutent ne savent pas les termes là. Merci. Donc il faut expliquer maintenant, oui. Quand tu dis ISO, il veut dire l'Organisation internationale de normalisation, International Standard Organization. Et ce que ça veut dire, c'est quoi? Tu peux juste expliquer. Voilà, l'ISO. Merci d'abord. Je pense qu'on aurait dû commencer par là. Oui, c'est important de dire la normalisation, l'ISO. L'ISO, effectivement, c'est l'Organisation internationale de normalisation qui fédère plus de 160 organismes de normalisation. C'est des représentants au niveau de chaque pays membre. Et le Sénégal, au Sénégal du moins, l'ASN est le représentant et le répondant direct de l'ISO. Donc nous sommes membres à part entière de l'ISO. On paie des cotisations annuelles. Donc on a 4 droits statutaires au même titre que AFNOR en France, DIN en Allemagne, Codinor en Côte d'Ivoire et bien d'autres. Pour ne citer que cela. Mali Nord, ainsi de suite. Voilà. Donc ISO fédère tout. C'est au niveau international et ISO élabore et publie les normes internationales qui servent aussi au commerce international, voilà, selon les directives de l'OMC. C'est ça. Donc, on se base, nous, sur l'ISO, sur les normes ISO. Donc, si on continue, la majeure partie des entreprises sont certifiées ISO 9001, 14001, 27001 et quoi d'autre? Heureusement, vous avez expliqué ça. C'est important. C'est important, oui. Non, vous avez bien fait de m'arrêter aussi sur certains points. J'ai parlé des entreprises. Là, c'était pour le cadre des entreprises, une centaine. Donc, les laboratoires aussi, une dizaine sont certifiés ISO 17025 pour les organismes qui font des tests, des essais, des analyses et des étalonnages. Les laboratoires d'analyse et d'étalonnage, pour être beaucoup plus précis. Et ou également ISO 1589, c'est tout ce qui est laboratoire biomédicaux. Vous voyez. Donc, bien. Pour résumer, quand on dit certifié, accrédité, quand on dit certifié, ça veut dire que l'organisme a été reconnu conforme par un organisme tiers. Et quand on dit accréditation, ça veut dire que l'organisme a été reconnu apte techniquement à fournir des résultats valides et fiables. Maintenant, je voulais parler de l'infrastructure qualité, la politique nationale qualité. Est-ce que tu peux développer davantage? Parce que je pense qu'il y a juste... je ne sais pas comment expliquer ça, mais si on prend la réglementation et la normalisation et qu'on se dit la normalisation est à caractère volontaire, donc c'est l'engagement personnel et volontaire de l'entreprise à vouloir se conformer, à vouloir maîtriser les coûts, à optimiser ses performances. C'est ça qui pousse la direction générale de dire, OK, je vais mettre en place un système de management, je vais mettre en place une telle norme pour essayer d'augmenter ma performance. Alors que la réglementation, c'est obligatoire. Vous faites, vous êtes conforme. Vous ne faites pas, vous êtes pénalisé, vous êtes sanctionné. Donc, comment trouver un juste équilibre entre la réglementation et la normalisation? Est-ce que parfois, il y a certaines normes qui ne devraient pas être réglementées? Est-ce qu'il n'y a pas certains règlements qui ne devraient pas être normalisés? Quel est le juste équilibre, en fait? C'est excellent. Vous avez la réponse dans votre question. OK. Effectivement, vous l'avez bien expliqué. La normalisation et la réglementation, c'est deux frères d'une même famille ou deux sœurs d'une même famille parce que c'est des noms féminins. C'est deux sœurs d'une même famille. En fait, la réglementation s'appuie sur des normes, peut s'appuyer sur des normes. Je peux te donner l'exemple de la norme NS 05061 sur les rejets d'eau usée au niveau des industriels ou bien des eaux domestiques. Les eaux usées qui sont rejetées sont contrôlées par la direction de l'environnement. C'est contrôlé au niveau des laboratoires. Donc cette norme-là est d'application obligatoire par arrêté interministériel. Donc cette norme, en fait,
permet d'expliciter ou de compléter la réglementation qui parfois a des poches vides. Donc c'est une norme à caractère réglementaire, quoi. Exactement. Donc il y a des exceptions. Ce sont des exceptions. Ok. Dans le catalogue des normes, maintenant, vous verrez des normes d'application obligatoire. Ok. Par exemple, l'huile végétale raffinée est d'application obligatoire. Ok. Le sel iodé est d'application obligatoire. Le fer à béton, c'est une norme d'application obligatoire. Ok. Voilà, et ainsi de suite. Je vois. Donc, revenons à la politique nationale qualité et l'infrastructure qualité. Ça veut dire quoi? Quelle est la mission, le but? Ce sont des termes que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Au passage, moi, j'enseigne, je suis dans l'enseignement supérieur depuis 2019. Je suis dans pas mal d'écoles. J'enseigne la qualité, le management de la qualité, le management de la sécurité, de la santé au travail. Par rapport à cette question sur la politique nationale qualité, il faut comprendre que la politique nationale qualité, ce sont des orientations et des intentions du chef de l'État sur comment manager la qualité au niveau national. Vous voyez, en langage, pour comprendre quoi ça veut dire. Pour qu'on puisse comprendre tout ça. Donc, cette politique-là est traduite dans un document de politique qualité, adopté le 21 mars 2017 par décret, par le président actuel. Ouais. Et il y a un cadre de mise en œuvre de cette politique-là. Ce cadre de mise en œuvre est décliné dans ce qu'on appelle l'infrastructure nationale de la qualité. Voilà. Donc, avant de venir sur l'infrastructure nationale de la qualité qui permet d'appliquer, de mettre en œuvre efficacement la politique qualité, il y a les orientations, l'idée, mais il y a aussi l'opérationnel. L'infrastructure nationale qualité permet de mettre en œuvre les idées du chef de l'État. L'infrastructure, la politique qualité nationale, c'est une obligation pour nous, pays de la CEDEAO, de nous arrimer à la politique régionale qualité qu'on appelle ECO-CAL. Il y a une politique régionale qualité qui a été adoptée en 2013 avec son plan de mise en œuvre aussi. L'infrastructure régionale qualité. Donc il faut comprendre politique nationale qualité, infrastructure qualité. Donc l'infrastructure, c'est une infrastructure qui permet d'exécuter la politique. Excellent. Maintenant, je vais venir dans l'essence même de cette infrastructure qualité. C'est le même schéma. On l'a au niveau régional, c'est des Yahoo. On l'a au niveau national. On est en train de l'appliquer au niveau sectoriel. Au niveau de la mangue, on essaie de le mettre. Au niveau du secteur pharmaceutique, on est en train de le mettre. Et on envisage de le mettre au niveau également du secteur minier. Donc, l'infrastructure qualité, tout simplement, c'est un système composé d'éléments qu'on appelle des domaines techniques. Il y a la base, la normalisation. Tous les pays développés l'ont. Dans les pays anglophones, on l'appelle National Infrastructure Quality. National Quality Infrastructure. Normalisation, parce qu'il faut des normes. Il faut des normes pour l'accréditation. L'accréditation, c'est quoi? C'est de pouvoir apporter la preuve de la compétence. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc, l'accréditation au niveau sous-régional, on a le SOAC, le système ouest-africain d'accréditation, dont le président, c'est M. Barrow Aboubakri, sénégalais. Qui travaille aussi à l'ASN. Exactement, qui est un collègue. Alors, normalisation, premier domaine technique. Accréditation, qui utilise des normes. L'accréditation, maintenant, permet de prouver la compétence de ce qu'on appelle les organismes d'évaluation de la conformité. Quand on a des normes, on évalue maintenant la conformité des produits, des services et des systèmes aux normes. Je ne sais pas si c'est extrêmement important. Donc, une entreprise, c'est quoi? Un produit, un service, un système. Et vous êtes sur toute la ligne. Exactement. Exactement. On a des normes sur tout ça, ce que vous venez de dire. Mais il faut comprendre le système. Il y a les normes. Il y a l'application des normes. C'est une autre chose. Donc, prouver aussi que les normes sont appliquées, c'est autre chose. J'applique les normes, mais je ne peux pas prouver que c'est appliqué. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle les organismes d'évaluation de la conformité. Il y en a 3. Je vous donne les trucs de façon simple et structurée pour que vous puissiez comprendre. Les organismes de certification
on a parlé de la certification, c'est la reconnaissance de la conformité d'un produit, d'un service, d'un système. Il y a les organismes d'inspection. Oui. C'est ce que font les ministères du commerce, avec les produits qui entrent, les douanes. La caisse de sécurité sociale. Exactement, vous connaissez. Donc, et également les laboratoires d'essai, d'étalonnage. Donc, c'est 3. C'est toi. Organismes de certification, organismes d'inspection et laboratoires. Ce sont les organismes d'évaluation de la conformité qui font des prestations Là, c'est clair. pour permettre d'apporter des preuves de la conformité des produits, des services, des systèmes. Les preuves peuvent être des certificats d'étalonnage, des rapports d'essai, des certificats de conformité, des certificats d'inspection, entre autres. Donc, vous avez la normalisation, l'accréditation, l'évaluation de la conformité, tout ça dans l'infrastructure. Dans l'infrastructure de qualité. La métrologie, qui utilise des normes aussi, qui permet de prouver la fiabilité des appareils de mesure. La métrologie, c'est la science des mesures. Ouais, la science des mesures. Donc, ça vous permet en fait de dire que le stéthoscope qu'utilise le médecin est bien calibré et sûr. Les valeurs que ça donne, c'est conforme. C'est des valeurs fiables. Okay. Donc, tout ça, c'est grâce à la métrologie. Et la métrologie aussi, il faut la développer. Il y a la métrologie légale. C'est le commerce qui le fait au niveau national. La métrologie industrielle. Avec les boutiques et tout. Exactement. Mais ça, c'est pas bien fait, quoi. Parfois, je vois... ça, c'est un jugement de valeur. Parfois, je vois les météorologues venir avec le petit unité de mesure des balances, là, qui ne sont pas du tout étalonnés. Vous voyez que même les... ni vérifiés, ni contrôlés. La métrologie légale. Vous voyez que tout est important. La métrologie légale intervient aussi dans les aspects réglementaires. Donc, tout est lié. C'est un système. Un système, c'est un ensemble d'activités corrélées, interconnectées, qui, en fait, permettent d'atteindre un objectif bien défini. Dans la métrologie, j'ai parlé de la métrologie légale, la métrologie industrielle, pour les entreprises avec les équipements de mesure et appareils qu'ils utilisent, et qu'elles utilisent du moins, et la métrologie fondamentale, scientifique, qui n'est pas du tout développée ici. C'est quoi la méthodologie fondamentale? Fondamentale scientifique, c'est la recherche. La recherche, recherche et développement, quoi. Voilà. Mais ce n'est pas développé ici. Ouais, c'est pas développé au Sénégal. Donc, j'ai parlé de ce pilier-là qui est la méthodologie. En fin de compte, la réglementation technique qui fait partie des piliers. Des piliers. Donc, vous voyez que c'est tout un processus. Normalisation, évaluation de la conformité, métrologie, réglementation technique et accréditation. Voilà. Donc, il faut tout ça en synergie. Vous voyez que c'est imbriqué. Donc, ils travaillent les uns avec les autres, main dans la main. Pour avoir une bonne infrastructure, il faut tout ça. Exactement, il faut tout ça. Pour avoir une infrastructure opérationnelle et efficace, il faut tout ça. Et qu'est-ce que tu penses de notre infrastructure? Merci beaucoup. Notre infrastructure, nous, Sénégal, qu'est-ce que tu penses de notre infrastructure? Pour faire un diagnostic très sommaire, c'est de dire que notre infrastructure est incomplète et n'est pas encore opérationnelle. Je le base sur le simple fait qu'il n'y a pas d'institution nationale de métrologie, dans un premier temps, pour regrouper les 3 catégories de métrologie dont j'ai cité. Métrologie légale, industrielle et mais est-ce que c'est à vous, l'ASN, de faire c'est cette expression de besoin au chef de l'État pour dire qu'on a des manquants sur tel point? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour développer notre métrologie nationale? Oui, je pense que l'ASN pourrait continuer à alerter parce que l'ASN est en train de faire son travail pour le pilier normalisation. Et l'ASN aussi intervient sur la partie certification, comme vous le savez. Vous voyez. Mais il revient à l'État de pouvoir mettre sur pied, comme j'ai dit, l'institution, l'Institut du moyen national de métrologie, qui va fédérer toutes ces métrologies-là et permettre aussi aux entreprises, à toute personne qui intervient dans l'infrastructure qualité, de pouvoir mais ce que je comprends pas, comme tu as expliqué tout à l'heure qu'on a une politique qualité. J'ai pas fini pour le diagnostic. Donc, j'ai dit absence d'infrastructure d'Institut national de métrologie. Notre normalisation doit être renforcée. Notre organisme national de normalisation, en l'occurrence l'ASN. Ça, c'est un tendon d'Achille aussi. Par rapport à l'évaluation de la conformité, oui, on a des organismes de certification, mais plus des multinationales telles que Bureau Veritas, SGS, mais l'expertise locale n'est pas trop
valorisé. Valorisé. L'inspection aussi, on devrait avoir des organismes d'inspection accrédités. Ok. Vous voyez, les laboratoires, je pense qu'il y a un gap. Donc tout ça, c'est des défis, quoi. Voilà, ce sont des défis. Là, je suis entré dans les défis. C'est le diagnostic qui l'impose, quoi. Voilà, par rapport à la réglementation technique, je pense que vous avez une idée dessus. Oui, si, c'est vrai. Donc tout ça, tous ces paramètres-là font que notre infrastructure qualité nationale est encore à l'état embryonnaire. Donc, à part ces défis-là, vu qu'on a une politique qualité, une infrastructure qualité, comment expliquer que, et même un plan stratégique avec des actions définies, établies, comment expliquer qu'en fait, on est toujours en retard si on a un plan bien défini? Est-ce que c'est parce que le plan n'est pas bien défini ou est-ce que c'est le plan qui n'est pas bien exécuté ou suivi? C'est où, en fait, le problème, ça se trouve où exactement? D'après ton avis personnel, là, on ne juge pas. On est en train d'avoir un débat juste pour voir comment on pourra trouver des solutions pour poser des remèdes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je ne saurais le dire parce qu'au Sénégal, force est de constater qu'on a de très beaux textes. Ouais, on est très fort sur ça, sur la théorie. Mais quand il s'agit surtout d'évaluer ce qu'on fait et de suivre, là, on pêche trop. Ouais. Donc, c'est un constat général. Général, voilà. Donc, nous le faisons au jour le jour. Raison pour laquelle, véritablement, c'est très compliqué de donner une réponse exacte. Ouais, je vois. Donc, j'ai vu que tu as participé au programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme, ses missions, ses objectifs? Très bien. C'est un programme, en fait, qui permet de former et d'accompagner des jeunes porteurs de projets à pouvoir formaliser leurs projets et de surtout maturer leurs projets. J'ai été coopté dans la deuxième cohorte du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. J'avais proposé un projet dans le secteur de l'agrobusiness et j'ai subi sur l'espace d'un an une formation en entrepreneuriat et en sectoriel. Parce qu'on te forme sur le secteur d'intervention. C'est intéressant. Voilà. Et on était formé par des professionnels, des entrepreneurs rompus à la tâche. Et on pouvait aussi faire du networking avec les autres entrepreneurs, porteurs de projets. Et ce qui m'a valu, in fine, en 2018, un diplôme d'État, diplôme supérieur d'entrepreneur manager, DSEM. Voilà, et je le conseille vivement à tous les jeunes intéressés, surtout les étudiants, parce que ce qui est intéressant dans ça, soit vous bénéficiez de la formation, ou bien si votre projet entre dans leur format, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement et d'un stage à l'étranger. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a un suivi périodique. Ils nous contactent à chaque fois pour voir là où on en est par rapport à l'activité post-formation. De toute façon, à la fin, on va partager sur les show notes tous ces détails-là, les liens, les informations, pour ceux qui aimeraient participer. C'est super intéressant. Et parle-moi aussi de la cellule sénégalaise femmes, jeunes et normalisation. Vous êtes le responsable du pôle, je pense. Oui, responsable pôle jeune de cette cellule qui a été montée en 2017. L'idée vient de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, dans sa stratégie de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique subsaharienne. Donc, a ciblé au début 3 à 4 pays en Afrique subsaharienne, dont le Sénégal. Là, nous en sommes à 5 pays, pour héberger des cellules sénégalaises, des cellules nationales du moins, femmes, jeunes et normalisation, qui vont s'activer au niveau national, mais qui vont réseauter aussi, faire des partages d'expériences et de connaissances entre elles, les cellules. Au niveau national et au niveau de chaque pays, c'est l'organisme national de normalisation qui pilote. Et il y a entre le pilote et l'initiateur, l'OIF, le réseau RNF, réseau normalisation et francophonie, qui en fait assure le dispatching des ressources et aussi joue le rôle de coordination entre les cellules ciblées au niveau des pays.
L'objectif, c'est très simple. C'est de permettre aux femmes et aux jeunes, entrepreneurs, étudiants, toute personne éprise de connaissances, de pouvoir se former sur les techniques de gestion de la qualité, de la sécurité des denrées alimentaires, comprendre les enjeux de la norme et pouvoir appliquer les normes à travers 2 moyens. Okay. D'abord, la formation. On a déroulé entre 2017 et 2019 des séries de formations au niveau de la Chambre de commerce en collaboration avec l'ADPME. Donc, l'ADPME nous a permis de cibler un certain nombre d'entrepreneurs, une centaine, et de leur former sur les normes pas à pas. Comment appliquer les normes pas à pas en entreprise. Comment aussi appliquer le système HACCP dans une entreprise agroalimentaire. Hygiène, quoi. Voilà, les bonnes pratiques d'hygiène. Donc, tout ça, c'était pour une population qui s'activait dans le secteur agroalimentaire. Donc, on a eu à offrir ces formations-là gratuitement, bien entendu, avec le financement de partenaires. Et par la suite, en 2019, on a accompagné 6 PME, PMI dans le secteur agroalimentaire, avec un financement toujours de notre bailleur OIF, à pouvoir diagnostiquer leur système HACCP. HACCP, c'est l'analyse des dangers et des points critiques dans le processus de fabrication ou de production de denrées alimentaires. Surtout les pratiques d'hygiène, quoi. Voilà. Et aussi les dangers, tout ce qui est... tout ce qui ne doit pas être dans le processus, ou ce qui ne doit pas être dans le produit, les défauts et consorts. Donc, de pouvoir anticiper dessus. Alors, ce qui nous a valu de faire des tournées au niveau national, parce qu'on avait une base de données de plusieurs PME, PMI. On avait fait une sélection sur la base du niveau de formalisation des PME. Vous savez que les PME, là, ils ne sont pas très formalisés. Là, on est d'accord. Donc, on avait des critères, des critères. Mais c'était la moindre des choses, quoi. On avait des critères tels que le niveau de formalisation pour pouvoir sélectionner dans le lot de ces PME-là. Donc, on avait voulu également ratisser l'âge pour ne pas léser les gens qui habitaient à Ziguinchor, par exemple. Raison pour laquelle on avait des récipiendaires qui étaient à Ziguinchor, à Thiès, à Tamba, à Dakar, bien entendu. Et on avait fait ces secteurs-là pour pouvoir regarder ce qui se fait aussi, au niveau local. Ce qui nous a permis, à la fin de ces 6 diagnostics qui ont coûté pour chaque diagnostic 800 000 francs. Quand même, ça coûte quand même. Voilà. On a fourni à l'entreprise un rapport de diagnostic avec des propositions d'amélioration. Ça permet à l'entreprise de pouvoir améliorer ses pratiques, produire mieux, surtout avec la qualité et le respect des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. C'est tout simplement ça. Donc, pour ceux qui aimeraient participer dans la cellule, dans ce programme. Après, vous pouvez nous partager. Tout est gratuit. Je vais donc, vous partager les différents liens et tout. Comme ça, on va mettre ça aussi dans les show notes. Voilà. Donc là, on a terminé la première partie partage d'expérience. Là, on va attaquer la partie rétro-inspection, la partie introspection. Donc là, on va parler de la vie personnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui se disent « Waouh, le mec, il est fort, il maîtrise ce qu'il dit, il est compétent, technique, oui. » Mais aussi, on a des défauts, on a des échecs, on n'est pas parfait, mon gars. Donc là, on va vous montrer qu'on est tous imparfaits et qu'on essaie de vivre avec nos imperfections. Donc, parle-moi un petit peu, Claude. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ces temps-ci? Je suis curieux, quoi. La peur de ne pas être à la hauteur. Parce que moi, je suis un homme de défis. Je prends beaucoup de défis. J'aime sortir de ma zone de confort. Donc, je suis tout le temps, comme j'ai dit, je suis un éternel apprenti. J'ai fait beaucoup de choses. Donc, j'ai fait même des capsules vidéo. Comme je t'ai dit, j'ai créé une chaîne pour partager mon expérience. On partage le même ADN. Donc, j'avais commencé ça, ça avait échoué, entre guillemets, avec un ami. Non, pas Chérif. forcément échoué. Voilà, mais c'était une belle expérience puisque on avait créé une chaîne. La raison pour laquelle à chaque fois je dis on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Parce que je sais qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va expirer là. Même ce qu'on fait là,
On essaie jamais, on essaie de faire notre mieux, mais à n'importe quel moment, on peut être mis aux oubliettes, quoi. Absolument. Parce que moi, honnêtement, comme je vous ai dit, j'essaie de me lancer des défis. Chaque jour, en me levant, je me dis qu'il faut que je fasse le minimum de tâches que je me suis fixé pour être satisfait personnellement. Parce que je recherche la satisfaction personnelle avant tout. C'est important. Donc, voilà. Donc, ce qui m'empêche de dormir, c'est juste ça. C'est ça. La peur de ne pas être à la hauteur des engagements que j'ai pris. C'est noté. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné? Et le pire conseil aussi, les deux. c'est le meilleur conseil, c'est ne lâche pas, fonce, continue. Le pire conseil, tu sais. Non, faut que tu me donnes une réponse. Là, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Par rapport au pire conseil, j'en ai pas. J'ai juste reçu des mises en garde. Tu sais, les mises en garde, c'est pas un conseil. C'est-à-dire, c'est pas sûr. Est-ce que ça va marcher? Donc, c'est genre de choses-là. Genre, ils ont semé un peu de doute. Est-ce que tu es sûr? Voilà, c'est le doute. Oh, c'est le doute. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est un mauvais conseil, j'imagine. Voilà, donc, c'est ce genre de choses-là que... Ah, si, je comprends. De quoi es-tu le plus reconnaissant? C'est une question quand même. Peut-être je dirais sur le plan social. Socialement, peu importe, oui. Je veux répondre à ces questions à deux niveaux. Okay. Socialement, c'est ma vie. Rien que le fait de vivre, de respirer, je pense que c'est le plus grand don de Dieu. Ma vie, je vis, je suis en bonne santé. Donc ça, c'est signe de reconnaissance incommensurable. Sans la santé, je pense que c'est sûr. On ne peut rien accomplir. Du point de vue réalisation, donc je dirais les ouvrages que j'ai réalisés sur... j'ai eu à lire pas mal de titres. Voilà, sur la qualité. Et donc, ces deux ouvrages, pour faire rapidement dessus, c'est des ouvrages scientifiques. C'est basé sur des rapports de mémoire, il faut le comprendre. C'est pas des livres où je me suis dit, je vais écrire dans 3 ans un livre. Bien entendu, là, présentement, je suis en train d'écrire un livre. Pour ces ouvrages scientifiques, le premier s'appelle « Validation d'un logiciel d'émission de certificat d'analyse ». C'est issu de mon rapport de mémoire de DUT. Diplôme universitaire de technologie. Tu peux nous partager après les liens comme ça. Il n'y a aucun souci. Donc, pour la petite histoire, j'avais fait... Raison pour laquelle il ne faut jamais négliger les rapports de mémoire. Ça, c'est pour les étudiants qui nous suivent. Il ne faut pas bâcler. J'en ai marre de mon mémoire de stage, de mon rapport. Ça me fatigue. Non, c'est une belle expérience. Il faut bien faire ça avec sérieux. Je ne vais pas mettre les corrections. J'en ai marre. Je vais oublier. Je vais passer à autre chose. C'est sûr. Je vous dis, parce que moi, j'avais pris le soin de mettre les recommandations de mon jury à l'époque et de finaliser le document, de remettre une copie à la direction de l'ESP. Il l'avait exposé dans la bibliothèque. Et c'est par la suite, 2 ans, je pense, qu'une maison d'édition m'avait saisi par mail pour me dire qu'elle était intéressée à publier mon rapport de mémoire, mais sous une version ouvrage, livre c'est intéressant. Livre de poche, on peut dire. Oui, ouvrage scientifique. Et que ça pouvait être disponible sur demande sur les plateformes. Non, à la fin de cet épisode, c'est sûr, t'en auras des demandes, c'est sûr. Sur des plateformes que vous connaissez tous, voilà, en ligne. On va partager les liens. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. D'accord, donc c'est parti de là, ils m'ont saisi, on a travaillé ensemble, ils m'ont aidé à pouvoir me faire l'édition et consorts. Donc on a signé un contrat et consorts. C'est la première étape. J'ai publié le livre en 2016. 3 ans après, ils m'ont ressaisi, ils m'ont recontacté pour la publication, cette fois-ci, d'un ouvrage scientifique en anglais. C'est le fruit de mon rapport de mémoire, cette fois-ci, mais en Inde, dans un programme intensif, Total Quality Management and Six Sigma. Ça, c'est super. Donc, j'étais parti en Inde, j'avais eu la chance d'être... Surtout la méthode Six Sigma qui permet d'optimiser voilà. les entités. C'était pour plus... me spécialiser dans la qualité. Mais ça, c'est un gros boulot, quoi. Je comprends pourquoi tu es reconnaissant. Le titre... Parce que c'est du boulot. Le titre de l'ouvrage en anglais, c'est 5S
Implementation in Laboratory. On va mettre les liens aussi. C'est une méthode qualité. C'est la méthode des 5 S au niveau du laboratoire. C'est un cas pratique en anglais que j'avais eu à soutenir devant un jury en Inde. Ok, super. Donc, c'est ces 2 ouvrages-là qui sont disponibles en ligne sur les sites tels qu'Amazon et d'autres. Si, on va donc, partager vous tapez les juste liens. mon nom, Claude Roger Diop, sur Google. Et vous sur verrez, les show notes, on va partager tous les liens. Vous verrez les documents qui sont disponibles à la demande. Super. Prochaine question. Quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose souvent et qu'on ne te la pose pas assez? Là, c'est une question difficile. Non, il faut me donner quelque chose. Pour ça, sincèrement, il n'y a pas une question que j'aimerais qu'on me pose. Moi, je me pose des questions. Ok. Donc, j'identifie des problèmes. Parce que c'est passé une déformation de qualiticien. Je me pose des questions sur beaucoup de choses. Okay. Et j'analyse, j'essaie de chercher des solutions. Okay. Voilà. Donc, personnellement, je n'ai pas... Juste dire pourquoi je vous renvoie la question, peut-être aux téléspectateurs. Non, parce que, en fait, je pense que la raison pour laquelle j'ai intégré cette question dans la partie rétrospection, dans la partie introspection et rétrospection, c'est parce que, tu sais, parfois dans la vie, on est tellement pris par les activités quotidiennes, par la responsabilité, la charge domestique, que parfois on oublie notre santé mentale, nos rêves, nos objectifs les plus fous. Et parfois, on aimerait juste que quelqu'un puisse prendre le temps pour nous écouter, pour nous consoler, pour un petit peu diminuer ce fardeau-là de la vie. Par exemple, moi, j'ai partagé le même sujet avec Moussa, notre dernier épisode. Je lui parlais du fait que parfois, c'est bien d'être responsable, mais parfois, quand tu endosses cette responsabilité, à un certain moment, c'est tellement lourd que tu as juste envie que quelqu'un vienne te dire « Mon gars, comment va ton cœur? Comment tu vas ?» C'est comme les mots de mood, là. C'est comme les gens de la diaspora. Souvent, ils disent que quand les Sénégalais nous appellent, c'est pour demander un truc. Je veux un portable, je veux un téléphone. Mais personne ne prend le soin pour les appeler, pour demander comment ils vont, réellement, comment ils vont. Comment va la famille, comment va la santé. C'est important. C'est important de prendre une petite pause et de demander sans pour autant recevoir, de gentiment s'intéresser au bien-être et à la santé mentale, de la personne. Vous m'avez aidé. Non. Donc, une autre question. Parle-moi d'une galère spécifique ou d'un échec particulier qui vous a vraiment secoué dans la vie. Et qu'avez-vous appris et comment vous a-t-il propulsé ultérieurement vers la réussite dans la vie? Oui, la vie estudiantine. Oh ouais. Ouais. Donc, c'était à l'époque où j'alliais études et travail. Ok. Donc, je faisais la licence. Ok. Il m'arrivait de marcher des kilomètres. Ouais. Imaginez-vous à 22 heures de quitter Fan Résidence, PSP, pour aller à Grand Yoff à pied. C'était pas évident. Parfois, ce sont les cars rapides, les apprentis qui m'emmenaient gratuitement. Ok. Et il y avait la dèche. Le 5, donc on ne voyait plus le salaire puisque c'est à partir du salaire qu'on se paye les études. Ouais. Surtout aussi au travail, parfois on te mettait des croche-pieds, il y avait des conflits d'agenda entre l'école et les tâches qu'on te confiait. Donc c'était très compliqué pour être aussi au même niveau que les autres, qu'on appelait étudiants purs en temps plein. Il fallait apprendre partout. Dans les voitures, dans le bus surtout, le bus du personnel. J'apprenais à ces moments-là, le matin ou bien le soir aussi. Le soir aussi. Voilà, ça m'a appris que dans toute chose, il faut la persévérance. Ouais, c'est important. La persévérance, l'endurance, c'est extrêmement important. Parce que tu te fixes un objectif, tu sais que tu vas l'atteindre. Il faudra beaucoup de confiance en toi et en tes capacités. Tout le reste relève du divin. Dieu va pourvoir. C'est évident. Donc là, j'ai juste 2 dernières questions. Si tu dois résumer tout ce que tu as appris en 3 principes, quel est à léguer au monde entier, quel principe donnerais-tu?
Genre, juste toi, principe, quel est? T'as vécu, t'as réalisé de belles choses. Et là, tu dois laisser un héritage au monde. Juste toi, principe. Quel principe donnerais-tu? Premier principe, Ouais, assumer ta particularité. c'est important. Chaque être humain est particulier. Mm. Nous ressemblons en tant qu'être humain avec des mains et des pieds. Ouais. Mais chacun est Unique. unique. Voilà. Deuxième principe, C'est-à-dire ses défauts c'est de et ses qualités. Ouais. Ça part d'homme et ça part de lumière. Ouais, c'est Il faut perfection et s'assumer ses imperfections. entièrement. Deuxième principe, Ouais. apprendre pour comprendre. Pas apprendre pour apprendre. Explique. Là, je suis perdu. Apprendre pour comprendre, Ok. c'est-à-dire quand vous apprenez une chose, peu importe la chose, c'est d'aller au fond des choses. C'est-à-dire ne pas se limiter, on prend l'exemple de l'étudiant en classe, Ok. ne pas simplement se limiter à ce que te donne le professeur, Ok. mais faire tes propres recherches Ok. et comprendre même le fond, l'essence même. Pourquoi on te dit partie intéressée, pourquoi on te parle de satisfaction de la clientèle. Quelles sont les raisons de cela, par exemple, en profondeur. Donc, il faut aller se documenter, aller lire des ouvrages. Actuellement, je suis en train de lire un ouvrage, Construisez sa qualité. Ok. C'est important. Ouais. Donc, aller chercher l'information, Ouais. être en fait, je ne sais pas, avoir une fin, c'est-à-dire tout le temps rechercher la connaissance, apprendre. Parce que c'est ça qui va permettre de pouvoir comprendre le fond des choses. Une anecdote, moi, en classe, licence master, j'ai un professeur qui m'appelait Einstein. Ok. Parce que ce qu'on me donnait en classe, j'allais en profondeur, j'allais faire des recherches. J'étais pareil, moi aussi. Pour- J'étais le genre d'étudiant qui paraît pareil avant de venir en classe. Pour Il comprendre fatiguait les tous les concepts. profs, quoi. Ouais, c'est important. Parce que c'est ça, et ça passe par le questionnement, ça passe par la lecture aussi. C'est important. Deuxième principe, Troisième, apprendre pour ok. comprendre, pas Ok. apprendre pour apprendre. C'est Pour important. le simple fait d'apprendre, c'est-à-dire apprendre pour réciter. Et après, à la fin, on oublie. Maintenant, quand tu apprends, tu fais des recherches pour comprendre le fond, l'essence même des choses, tu vas garder la chose. Parce que tu vas utiliser tes propres mots pour expliquer la chose. Ok. Troisième principe, c'est avoir le courage, écoutez bien, de vivre votre ambition. Tout est courage. Le leadership, c'est le courage. J'ai eu la chance de participer à un programme de Yali Dakar. Ouais. Il y a les Young- networks Oui, de USAID. Ouais. C'est important. Ouais. exactement. Donc, j'ai bénéficié d'une formation sur le public management. Donc, il y avait dans les modules, un module consacré au leadership. Donc, tout est courage. Voilà, le courage, c'est de pouvoir dire que je veux être demain ceci, je veux laisser une empreinte indélébile à la postérité, c'est-à-dire mon nom ou ton nom, Abdou Habib Sall, sera gravé à travers tes œuvres. Physiquement, tu ne seras pas là, L'héritage mais ultime. tu vas laisser une empreinte. Les générations se diront que ça, c'est moi. C'est l'héritage Et pour ce ultime. faire, il faut avoir le courage. Et quand tu as le courage, rien ne peut t'arrêter. Tu le fais. Tu sais que Dieu est avec toi. Donc, tu n'as rien à craindre. Le courage, c'est de surmonter ses peurs. Le courage, c'est de faire ce que tu dois faire. Même si c'est dur, tu le fais. C'est de comprendre que c'est un devoir pour toi. C'est une responsabilité. C'est important. Dernière question. Quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? C'est une grande question. Si on pose que des grandes questions. Je blague. Oui, l'influence, c'est plus à travers ma plume, mais c'est surtout à travers une entreprise que je mettrai en place. Ouais. Quelque chose qui pourrait générer du profit pour mes petits-enfants, bien entendu, Ok. qui pourrait aussi être de portée internationale. Donc je pense à l'heure actuelle à une entreprise quand je vais bien entendu terminer mon passage
dans l'industrie, dans tout ce qui est ASN et consorts, parce que moi, je n'ai pas l'ambition de rester dans l'entreprise jusqu'à la retraite. C'est pas une ambition personnelle. Mon ambition, c'est d'avoir ma propre structure. C'est important. Surtout, voilà, et de pouvoir l'amener dans une envergure internationale. Donc, je vais garder pour moi ce que ça va comporter. Mais sachez que ça va pas sortir dans l'aspect santé, sécurité au travail. Donc, nous réfléchissons dessus avec des amis, des collaborateurs pour pouvoir mettre sur pied cela et permettre et nous donner les moyens de l'agrandir en passant par le networking. Je crois au networking et actuellement, je développe un réseau. J'ai plus de 1000 contacts sur mon téléphone. Donc, je continue chaque jour de pouvoir étendre, massifier ce réseau-là un peu partout dans le monde avec la chance que j'ai de pouvoir faire des missions. C'est super. En tout cas, Claude, merci beaucoup. Franchement, je t'apprécie. Tu sais déjà ça. Je t'admire, je te respecte. C'est partagé. Merci d'être venu. Merci de nous avoir servi avec du savoir, mais surtout avec la simplification du sophistiqué. Merci. You are the man. Donc, n'hésitez pas. Je vais mettre tous les différents liens, tous les sujets que nous avons discutés. Je vais mettre les identifiants de Roger sur les show notes. N'hésitez pas à lui envoyer un message sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux pour lui dire ce que vous avez appris à travers ce podcast. Comme vous savez, ici, on s'inspire à inspirer, on s'inspire à partager des connaissances, à apprendre, à motiver, à partager auprès de vous. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. À la prochaine. En attendant, avant qu'on termine, Follow, Roger, est-ce que tu as un dernier mot, une annonce ou quelque chose? J'ai pas trop d'annonces, juste laisser à nos téléspectateurs quelques conseils. C'est important. Surtout pour les plus jeunes. Donc, je vais leur dire tout simplement de rechercher le savoir plutôt que l'argent. Parce que quand vous courez derrière l'argent, c'est clair que l'argent, ça va finir tôt ou tard. C'est sûr. Et vous allez retourner chercher le savoir. Alors, si vous commencez par le savoir, l'argent va venir de façon très naturelle. L'autre conseil que je vais laisser à la jeune génération, c'est de pouvoir comprendre que vivre, c'est de bien s'entourer. Ta personnalité, ma personnalité, c'est la moyenne des 5 personnes que je côtoie le plus. Donc, essayons d'être avec des personnes inspirantes, des personnes positives. Surtout positives. C'est extrêmement important. Et en fin de compte, dans l'idéal, travailler en étant heureux. C'est important. Et travailler aussi, parfois dur. Pour terminer avec cette citation de Kagame, Paul Kagame, le président du Rwanda. Travailler dur jusqu'à ce que ça fasse mal, parce que la pauvreté fait encore plus mal. La raison pour laquelle on est tous les deux ici à minuit en train de faire un podcast. Salut les gars, merci, c'était gentil. À la prochaine. En attendant, restez unique. Bye, we out. Thank you.